Donc, ce que je vais faire, ma présentation, je vais donc parler du contenu rétrospectif de Léger Famille et je vais vous présenter certaines recherches qu'on a faites au fil des années. Évidemment, ça va toujours être du point de vue familial parce que c'est ce point de vue-là que j'ai étudié. Après, je vais vous parler du contenu des données fiscales, du fichier T1FF. Et je vais présenter deux recherches qui ont été faites à partir des données de la DAL, parce que dans ce cas-ci, ce sera donc l'échantillon, le fichier longitudinal. Et puis après, ben là, je vais revenir et essayer de revoir donc certaines des questions qu'on avait analysées par le passé, entre autres, et d'autres questions. Mais qu'est-ce qu'on pourra voir de différent? Donc, par exemple, quelle est l'influence de la situation des changements économiques sur les comportements familiaux et conjugaux des individus? Et inversement, quelle est l'implication des répercussions des transitions conjugales et familiales sur la situation économique des individus? En tout cas, si jamais il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à m'arrêter, ça me fera plaisir. Donc, vite d'abord, Pascal en a parlé tantôt, l'avantage des enquêtes sociales générales, c'est qu'on a des grands échantillons de répondants. Bon, en 2011, elle a dit qu'on avait 22 000, je ne sais pas combien de répondants, mais c'était souvent de l'ordre de 25 000. Moi, j'appelle ça l'enquête sociale, l'enquête famille de 84. Moi, je considère que c'est l'enquête sociale générale zéro. C'est non, cette affaire-là, qu'est-ce que je fais pour que ça... Je l'ai mal mis, peut-être. J'ai pas l'oreille assez solide pour tenir la chose. Et donc, c'est une enquête qui permet de dresser le portrait des familles à travers le temps. Et surtout, c'est des enquêtes rétrospectives, donc qui permettent de reconstruire à rebours les histoires des individus et de voir comment ces histoires-là ont changé au fil du temps et des générations. C'est aussi l'histoire, c'est intéressant parce que ça permet de repérer les familles qui débordent le cadre des ménages. Quand on a, par exemple, seulement au moment d'une enquête et qu'on ne leur demande pas d'informations avant, souvent on a seulement les individus qui habitent ensemble, mais dans le cas des familles séparées, quand on a des enfants qui se promènent en deux ménages, bien, on va arriver à les repérer parce que justement, on a l'histoire passée. Et c'est aussi un échantillon d'hommes et de femmes. Alors, les informations rétrospectives, ça va être surtout 4 grands blocs dont je vais parler. Il y a toute la question du départ et du retour au domicile parental, au foyer parental des jeunes. Donc, on leur demande, quand avez-vous quitté le foyer parental pour vivre de façon indépendante pour la première fois et pour mener une vie indépendante, sans, par exemple, préciser qu'il fallait être parti pendant X mois, donc c'est laissé à l'interprétation des répondants. Et s'il y a eu plus qu'un départ, on sait la date du dernier départ. Et pour chacune de ces questions, on leur demande quelles étaient les raisons. Je suis partie parce que je me suis mise en couple, je suis partie parce que j'ai pris un emploi, je suis partie parce que je suis allée poursuivre des études, par exemple. La même chose, après, on leur demande, après le premier départ, est-ce que vous êtes retourné vivre dans le foyer parental? Si oui, quelle est la date? Et la date, d'habitude, on a toujours le mois et l'année. Et si le répondant ne donne pas le mois et l'année, on leur demandait à quel âge vous avez fait la transition. Et donc, la même chose pour le retour, on va avoir les raisons. Je suis revenue à la maison pour des raisons financières, parce que je me suis séparée ou peu importe. On a ensuite l'histoire conjugale, jusqu'à 4 mariages et 4 unions libres. On sait la date ou l'âge, encore une fois, de la formation d'une union. On sait si c'était, vous vous êtes mis en union, quand est-ce que vous avez commencé à habiter avec un conjoint? Est-ce que c'était dans le cadre d'un mariage ou d'une union libre? Et on sait aussi si l'union s'est terminée, on a la date de la fin de l'union et on a aussi les motifs de la dissolution. Est-ce que c'est par séparation, parce que mon conjoint est décédé, ou est-ce que c'était directement au moment du divorce? On a aussi, pour les unions libres qui se transforment en mariage, on sait à quel moment l'union libre s'est transformée en mariage. Et on connaît l'âge et l'état matrimonial du conjoint au début de l'union. On a aussi certaines informations. Par exemple, on demande est-ce que le conjoint avait déjà des enfants d'une autre union quand il est venu habiter avec vous? Est-ce que vous aviez déjà des enfants? Mais on n'a pas l'histoire complète là, sur les conjoints. L'histoire parentale, Pascal en avait un tout petit peu parlé tantôt. On a le nombre d'enfants biologiques, adoptés et par alliance, les enfants d'un conjoint, qui ont vécu avec le répondant.
la répondante. Encore une fois, on a la date ou l'âge de naissance de chacun des enfants. Et pour les enfants adoptés et les enfants par alliance, on sait à quel moment l'enfant est arrivé dans le ménage du répondant. Donc, quand on combine les deux, l'histoire conjugale et l'histoire parentale, on est capable de reprendre toute l'histoire familiale des individus, les individus qui se sont mis en couple, qui ont eu un enfant, qui se sont séparés. Pendant un bout de temps, j'étais famille monoparentale, j'ai eu un nouveau conjoint, on est devenu une famille recomposée, ensemble, on a eu des enfants, etc. Donc, on est capable de reconstruire l'histoire familiale complète. Et avec l'enquête de 2011, par exemple, il y a un apostille qui a travaillé à refaire justement toute cette histoire et bon, c'est un peu long à faire. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. On a aussi, on demandait tantôt, donc des choses sur l'histoire professionnelle jusqu'à 5 périodes de travail. On a la date ou l'âge du premier épisode de travail de 6 mois pendant qu'on n'était pas aux études à temps plein. OK? Donc, et après, on a, s'il y a des interruptions, il faut que les interruptions soient minimum de 3 mois. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la date du début, la date de fin de l'épisode, la raison. J'ai été remerciée pour mon travail, ou j'étais en chômage, ou j'ai pris un congé. Donc, on a là. On a aussi, on va avoir les dates de retour au travail, retour sur le marché du travail. Et comme a dit Pascal tantôt, on a des dates de changement de statut. J'étais à temps plein, mais je suis passée à temps partiel et après, je suis revenue à temps plein. Donc, on a des dates comme ça. De sorte qu'on peut quand même avoir une histoire assez importante là, sur les répondants. Alors maintenant, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait plus tôt, c'est d'essayer de présenter certaines questions de recherche qu'on avait étudiées par le passé avec l'une ou l'autre de ces enquêtes sociales générales et dire, bon, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces enquêtes-là, dans nos recherches, mais aussi après ça, il y avait toujours un oui, mais on n'avait jamais d'informations sur le revenu, donc qu'est-ce qu'on ne pouvait pas regarder. Donc, par exemple, ça, c'était avec Jean-Michel Billette, entre autres, qui était un étudiant doctorat, qui, lui, avait regardé les départs et les retours du foyer parental. Et donc, ce qu'on avait vu, que le retard dans le départ des jeunes du foyer parental, vous savez, les jeunes partent de plus en plus tard, ils reviennent à la maison, les boomerang kids, comme ils les appellent les anglophones, parmi les générations récentes. On avait vu évidemment que c'était lié au comportement de la famille d'origine. Par exemple, les enfants qui venaient d'une famille recomposée avaient plus tendance à partir plus tôt que les enfants qui avaient grandi en famille intacte. C'était lié évidemment à l'allongement des études, au comportement d'emploi, à l'histoire conjugale, au contexte culturel et économique. Sauf qu'on avait aussi les raisons. Et on regardait les raisons à chaque fois, quelles raisons il avait données. Donc, par exemple, pour certains retours des jeunes à la maison, il y en a qui ont dit qu'ils étaient revenus pour des raisons économiques. Sauf qu'on savait par d'autres enquêtes qui ont travaillé avec des données qualitatives, raison économique, ça pouvait dire je suis revenu à la maison parce que j'ai perdu mon emploi, donc je n'arrivais plus à payer mon loyer, ou je suis revenu à la maison parce que je voulais sauver de l'argent pour m'acheter une maison. Donc, ce n'est pas du tout le même genre de raison. Et si on avait eu le revenu, bien, probablement, on aurait pu dire, ah ben oui, ils sont revenus à la maison, mais ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas capables de payer le loyer, c'était pour d'autres raisons. Donc, première ici. Ah ben tiens, une Silène, je ne savais même pas que tu allais être là. Vous voyez que Mme Neal faisait partie de cette recherche que nous avions faite à l'époque avec l'enquête sociale générale de 1995. Bon, évidemment, on avait vu qu'il y avait un recul du mariage, montée de l'union libre comme cadre non seulement de la formation de la famille, mais les jeunes se mettaient non pas en union libre seulement pour commencer l'union, mais il y avait aussi des enfants dans le cadre des unions libres et la participation accrue des femmes à l'emploi. Et on se demandait, bon, comment ces évolutions-là affectaient la stabilité de la famille? Et ici, on regardait la stabilité de la famille à partir du moment où un enfant était né dans l'union. Donc, on ne partait pas du début de l'union. Donc, à partir du moment où il y avait un enfant, bon, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des risques de séparation? On a évidemment trouvé que c'était lié à l'âge à la formation de l'union. Par exemple, si on s'était mis en union très jeune, on avait plus de chances de rompre l'union. Si la conception de l'enfant avait eu lieu en dehors d'un mariage ou même avant l'union. Au type d'union, les couples en union libre étaient plus enclins à se séparer que les couples mariés. La présence en emploi, le fait d'être ou non sur le marché du travail, parce que
comme j'ai dit tantôt, non seulement on peut reconstruire les trajectoires familiales, mais on peut savoir en tout moment si la femme, par exemple, ici, on s'intéressait surtout aux femmes, si la femme est sur le marché du travail ou si elle n'est pas sur le marché du travail. Et aussi, c'était lié à la raison. Par contre, ce qu'on avait vu à peu près dans ces mêmes années, il y avait des études aux États-Unis qui avaient montré que ce qui était important, c'était pas nécessairement le revenu comme tel des familles, mais c'était par contre des fois le changement de revenu entre les conjoints. Le fait, par exemple, que un conjoint perd son emploi, mais que l'autre gardait son emploi, ça peut créer des tensions. Ou le fait aussi, il avait même regardé, parce que c'était une enquête prospective, le fait qu'il y ait des gros changements au niveau de la participation au marché du travail, de passer d'être aux études ou de prendre un emploi, tout d'un coup, ça avait des répercussions importantes. Et nous, à chaque fois, la seule chose qu'on pouvait utiliser pour essayer de trouver le statut économique, socio-économique des familles, c'était l'éducation. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ghislaine, on était retourné longtemps en arrière parce qu'on se disait, s'ils se sont mis en union en telle année, mais bon, ils ne pouvaient pas déjà avoir un doctorat à 16 ans, donc on avait même essayé de recréer des dates de fin d'études, etc. Mais évidemment, comme on n'avait pas beaucoup d'informations sur les variables socio-économiques, ce qui a toujours sorti fort, c'était les variables socio-démographiques. Alors, c'était impossible de vérifier quel était l'effet du revenu de la famille ou encore de la variation du revenu relatif de l'un ou l'autre des conjoints, comment ça pouvait affecter les risques de séparation. Une autre étude qu'on avait faite, vous voyez, c'est pour ça que j'ai appelé ça, moi, le F84, dans ma tête, c'est l'enquête sociale générale 0 sur la famille. Et ça, cette fois-ci, c'était avec Hélène Desrosiers et Benoît Laplante. Et ce qu'on avait pu faire avec la première enquête de 1984, c'était de recréer les épisodes de monoparentalité que les femmes avaient vécu. Et bon, évidemment, on avait vu parce que il y avait une hausse très importante de monoparentalité parce qu'à partir des années 70, on a une hausse, le divorce est devenu, est devenu accessible à tout le monde à partir de 1968 et après, il y a eu les unions libres, donc une augmentation importante de l'instabilité conjugale et donc des familles monoparentales. Et on s'était demandé quels étaient les facteurs qui étaient associés à la remise en union des femmes qui étaient à la tête d'une famille monoparentale, en se disant qu'entre autres, peut-être leur situation socio-économique allait s'améliorer. Et donc, on avait vu que l'âge et les modalités d'entrée dans l'épisode, par exemple, est-ce que la chose qui était peut-être intéressante ici qu'on avait vu, c'est que les femmes qui avaient connu la monoparentalité à travers une naissance hors union, quand les femmes avaient vécu ça dans les années 60, début des années 70, ces femmes-là se remettaient très vite en union parce que si c'était mal vu de rester femme seule, ou bien on se mettait tout de suite en union. Et d'un autre côté, au tout début, quand il a commencé à avoir les séparations, les femmes qui divorçaient, ben là, ça, c'était mal vu. Donc, les femmes qui se séparaient, qui divorçaient, avant de se remettre en union, ça prenait du temps, alors qu'au fil des générations, on voyait le contraire, puisque ça devenait quand même acceptable de vivre comme mère seule, et d'un autre côté, d'être divorcée ou séparée, ça n'empêchait pas de se remettre en union. Par contre, d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une étude qui vient de sortir dans Demographic Research en 2017, qui a été faite à partir des données du registre en Belgique. Et ce qu'ils ont essayé de voir, par exemple, c'est pour les remises en union, pas seulement des mères seules, mais de l'ensemble des hommes et des femmes qui ont eu une première union, qui se remettent en union, comment ça joue le revenu? Est-ce que, par exemple, d'être une femme et d'avoir un faible revenu va faire que je vais me remettre en union plus vite par nécessité économique, peut-être? Ou d'un autre côté, est-ce que le fait que j'ai un bon revenu, je suis attirante d'une certaine façon? Je suis une femme là, intéressante. Et ce qu'ils ont trouvé, par contre, c'était que pour les femmes qui ont des faibles revenus vont se remettre en union rapidement. Et donc, c'est plus la nécessité qui semble jouer, alors que chez les hommes, c'est le contraire. C'est les hommes qui ont des revenus, des bons revenus, qui, eux, se remettent en union rapidement. Alors ici, vous voyez, comme dans notre cas, ah oui, puis l'autre chose qu'ils regardaient aussi, c'était la source des revenus. Est-ce que le fait que j'ai un faible revenu et que ce soit des prestations d'aide sociale que je reçois, ou est-ce que c'est un salaire? Donc, ils ont vu que ça jouait de façon différente pour les hommes et les femmes. Et donc c'est pour ça que est-ce que c'est par besoin ou par
la valeur que j'ai en tant que candidate potentielle comme conjointe que je peux être, je me remets en union. Ensuite, bon, cette fois-ci, c'était un peu différent avec Philippe Pacault. Et donc, cette fois-ci, c'était avec l'enquête sociale générale de 2001. Là, cette fois-ci, c'est qu'on essayait de voir quel était l'effet au fil des générations du statut conjugal. Est-ce que je suis mariée ou en union libre? Et de la présence d'enfants, le fait que j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, sur les probabilités d'entrée, de sortie et de réinsertion sur le marché du travail. Parce que dans les générations plus âgées, quand on se mariait, on s'en allait à la maison. Dans les générations suivantes, ça a été quand le premier enfant arrivait, on s'en allait à la maison. Et alors que dans les générations plus par la suite, on a vu que les femmes entraient sur le marché du travail, sortaient du marché du travail quand il y avait des enfants et retournaient de façon plus rapide. Et donc là, cette fois-ci, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une importance décroissante de l'effet du mariage, ainsi que de la présence d'enfants sur le risque de séparation. Donc, le fait d'être marié faisait que ça jouait à peu près de plus du tout, quand on regardait au fil des générations, sur le fait de vivre une interruption de travail. Et la présence des enfants jouait aussi de façon diminuée, mais quand même, ça restait de façon assez marquée. Sauf que ce qu'on a trouvé, c'était que les mères de 2 enfants retournent moins rapidement en emploi dans les générations récentes que dans les générations passées. Et là, on s'est demandé, mais est-ce que c'est dû au fait que maintenant, elles reçoivent des prestations de maternité? De sorte qu'il y a moins le besoin de retourner sur le marché du travail, mais évidemment, on n'avait pas l'information, donc on n'a pas pu regarder la chose. Autre enquête, cette fois-ci, avec Christine Proulx, qui était aussi au doctorat. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'enquête de 2006 sur la famille où on a l'histoire rétrospective familiale, conjugale, parentale et les trajectoires d'emploi. Et ce qu'on avait demandé à Statistique Canada à l'époque, parce qu'il nous disait que, en plus de ce que Pascal nous a dit précédemment, que les enquêtes sociales générales, bon, ça a des mesures ponctuelles sur changement dans la société, etc. Mais il disait aussi l'enquête sociale générale, c'est un outil qui est souple, donc on peut se servir pour tester des nouvelles choses. Alors, on leur avait demandé, est-ce que vous ne pourriez pas, parce que l'enquête sociale générale de 2006, ce sont des répondants de 15 ans et plus. L'enquête sociale générale de 2007, c'était des répondants de 45 ans et plus. Et là, cette fois-ci, on s'intéressait à toute la provision et la réception de soins à autrui. Est-ce que vous avez aidé un parent ou des amis pour des aides financières? Est-ce que c'était pour les soins de tous les jours? Et dans ce cas-là, on avait aussi l'historique passé. Est-ce que dans le passé, vous avez aidé des gens? Combien de personnes? Quel genre de travail? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a fini? Et donc, ce qu'il avait fait, c'est que tous les individus de 45 ans, qui avaient 45 ans au moment de l'enquête 2006, on leur a demandé, est-ce qu'on peut revenir l'année prochaine, vous interviewer pour l'enquête? Et la part des individus ont dit oui. Donc, il y avait 8 000 répondants sur les 25 000 qui ont été là. Mais quand même, donc, pour qu'on puisse utiliser de façon plus large, même l'enquête de 2007 avait une composante rétrospective familiale. Alors, avec Christine, ce qu'on a regardé, c'était est-ce que la provision de soins à autrui affecte votre probabilité de quitter votre emploi, une fois contrôlée pour les responsabilités familiales? Est-ce que le fait que je sois obligée de m'occuper de ma mère, qui a besoin de plus en plus d'aide, est-ce que ça va faire que je vais être obligée de quitter le marché du travail ou si j'étais à temps plein, je vais passer à temps partiel, etc. On a trouvé que le risque était plus élevé parmi les femmes qui travaillaient à temps plein. Les femmes qui travaillaient à temps plein étaient plus susceptibles de sortir du marché du travail quand elles commençaient à donner des soins à autrui, et parmi les parents qui avaient des enfants de moins de 25 ans. Mais la question qu'on voulait se poser, c'était dans quelle mesure cette probabilité de quitter son emploi est liée à mon revenu et au fait, est-ce que j'ai un conjoint qui, lui, a des revenus? Peut-être que si mon conjoint a des bons revenus, je peux me permettre de me retirer du marché du travail, alors que si le conjoint a des faibles revenus, peut-être que je ne peux pas. Donc, vous voyez, vous me voyez venir, pourquoi moi, je suis tellement
emballée avec cette idée que tout d'un coup, on puisse jumeler là, toutes les données, les données fiscales des années précédentes. Alors là, cette fois-ci, je vais aller parler justement du fichier. Je vais passer un peu vite puisqu'on vous en a beaucoup parlé. Mais peut-être de vous présenter 2 recherches rétrospectives qui portent sur des thèmes familiaux qui ont été faites avec la DAL, la Banque de données administratives longitudinales. Donc, le fichier là, de déclaration T1 FF, qui veut dire fichier famille, cette fois-ci, c'est un fichier qui est basé sur le concept de la famille de recensement. Donc, ça inclut les conjoints, mariés ou en union libre, et les enfants. Si j'habite avec ma sœur, elle ne fait pas partie de ma famille. Si j'habite avec ma mère et que moi, j'ai des enfants, ma mère ne fait pas partie de ma famille. Donc, c'est vraiment le concept de famille de recensement. Dans ce fichier, on a des données quand même sociodémographiques. Donc, on va avoir l'âge, le sexe et le statut conjugal des déclarants et de leurs conjoints. On a le nombre et l'âge des enfants, la taille et le type de la famille. Et on a aussi la province de résidence, d'imposition, secteur de recensement. Donc, on pourra contrôler aussi pour certaines... des fois, si on veut regarder plus l'effet de politique, etc. Et les variables de revenus, bien, vous savez, on en a parlé beaucoup. Les revenus d'emploi, les intérêts, dividendes, pension alimentaire, pension de retraite. Peut-être juste une chose ici que je dirais, pension alimentaire, normalement, ça réfère à pension alimentaire de l'ex-conjoint. Et c'est surtout dans le cas des gens qui étaient mariés, mais ailleurs qu'au Québec, souvent, les couples en union libre qui se séparent, il y a une personne qui peut recevoir une pension. Mais les pensions alimentaires pour enfants, à partir de 1997, les pensions alimentaires sont défiscalisées, ce qui veut dire que le payeur ne peut pas déduire la pension de son revenu et la personne qui reçoit ne doit pas l'inclure dans ses revenus. Et donc, ce qui fait que depuis 1997, on ne voit plus les pensions alimentaires pour enfants dans le fichier des données fiscales. Et puis, évidemment, il y aura tous les transferts, les crédits, pensions de vieillesse, assurance emploi. On a parlé de prestations fiscales pour enfants, prestations universelles pour la garde des enfants, etc. Donc, c'est des données qui sont super intéressantes. La DAL, on l'a dit tantôt, c'est un échantillon aléatoire de 20% depuis 1982. Donc, on suit un répondant depuis chaque année. Et si le répondant ou la répondante était en union, on a l'information sur le conjoint, sur les enfants, et on a donc le revenu des 2 adultes dans ce cas-ci. Donc, ça permet de faire des analyses longitudinales. Et ça ici, en fait, c'est là où j'ai su, dans la recherche suivante, c'est là que j'avais compris, parce qu'il faut peut-être que je vous raconte un peu à côté de ça. Moi, j'ai été beaucoup mêlée dans l'histoire de Éric et Lola. Est-ce que tout le monde connaît Éric et Lola? Non? Vous ne connaissez pas Éric et Lola. Éric et Lola, c'était un homme très riche, dont je n'ai pas la liberté d'en parler, et c'était un cirque médiatique. Parce qu'à l'époque, c'était le propriétaire du Cirque du Soleil. Et à l'époque, c'était que moi, j'ai travaillé comme témoin expert pour le procureur général du Québec. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, alors qu'aux États-Unis, vous savez, les causes familiales, ce n'est pas confidentiel. Au Québec, les causes familiales, c'est confidentiel. Alors, tu sais, les gens faisaient des entourloupettes comme ça. Ils disaient, je n'ai pas la liberté d'en parler parce qu'il s'appelle Monsieur la Liberté. Et on disait, c'est un cirque médiatique parce que c'était le Cirque du Soleil, etc. Vous voyez, donc. Mais donc, pour revenir à cette histoire, c'est cet homme qui est très riche et qui s'est mis en union avec une femme qui était assez jeune, merci à l'époque. Ils sont en union libre. Leur union a été plutôt houleuse parce qu'il y a eu des séparations, remises en union. Ils ont eu 3 enfants ensemble et ils se sont séparés. Comme ils étaient en union libre au Québec, la façon dont ça fonctionne, c'est que si vous n'avez pas de contrat, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de partager. Tout le temps qu'ils étaient en union, ils avaient les mêmes. Lola, elle avait les mêmes droits, les mêmes privilèges que si elle avait été mariée par rapport à des tiers.
Donc, par rapport à des compagnies d'assurance, par rapport au gouvernement, on est considéré comme un couple. Mais une fois séparés, c'est quelle est l'entente que vous aviez l'un envers l'autre. Donc, Lola, bon, avait quand même, comme Eric était très riche, elle avait quand même une pension annuelle. Elle avait une pension pour ses enfants. Elle n'avait pas le droit à une pension annuelle pour elle. Et donc, elle avait une pension de 50 000 $ par mois pour les enfants. Bon, elle avait un chauffeur, une nounou, bon, une maison, etc. Sauf que, et ça a été utilisé quand même comme cas, ça pouvait servir non pas seulement aux gens qui sont très riches, là, mais aux autres. Mais elle, là, disait, moi, je voudrais avoir droit à une pension alimentaire pour moi, parce que la journée que les enfants vont être grands, j'en ai plus. Et je voudrais aussi me prévaloir du partage du patrimoine. Parce que si elle avait été mariée, ce qui a été accumulé pendant l'union, enfin, une partie là, en termes de résidence principale, les fonds de retraite, etc., ça, elle aurait pu se séparer. Et donc, c'est allé en cours et il y a eu un premier jugement. Le premier jugement qui a invalidé, c'est qu'elle, elle demandait que à partir du moment où ça faisait 3 ans que tu habites en union libre ou que tu as un enfant, tu sois considéré comme marié. Ça, c'était la première chose. Et donc, ça a été renversé par la première Cour supérieure du Québec qui a dit non, il n'y avait pas de contrat, etc. C'est allé en cour d'appel. La cour d'appel a tranché la poire en deux. A dit oui, elle pourrait demander une pension alimentaire puisque ça serait soutien économique entre les deux conjoints, mais non, pas de partage du patrimoine parce que ça, c'est une autre chose. Donc, après, évidemment, la Cour d'appel, les deux parties se disaient à la fois j'ai gagné, j'ai perdu. Donc, on s'en va à la Cour suprême. La cause est allée à la Cour suprême du Canada qui a conclu, parce que là, cette fois-ci, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on invoquait la Charte des droits et libertés en disant il y a discrimination basée sur la situation, l'état matrimonial. Parce que, tu sais, on peut dire il y a discrimination basée sur le sexe, sur l'âge, sur la religion. Elle disait il y a discrimination. Si j'avais été mariée, j'aurais droit à la pension alimentaire, d'en demander une, puis partage du patrimoine. Et ce que la Cour suprême a conclu, c'était quelque chose du genre de dire oui, il y a discrimination à 5 juges contre 4, mais à 5 juges contre 4, ce n'est pas anticonstitutionnel pour le Québec de le faire, puisque dans la Constitution, ça dit que, par exemple, le partage des avoirs après une séparation, ça relève de jurisprudence provinciale. Donc, moi, j'avais été mêlée dans ce dossier-là et une question qui me titillait tout le temps, c'était les gens, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais les femmes qui se séparent par union libre sont plus pauvres que les femmes mariées. » Et moi, je me disais, est-ce qu'elles sont plus pauvres que les femmes mariées parce qu'elles étaient plus pauvres en partant? Auquel cas, c'est plus une question de statut conjugal, c'est une question sociale, si je peux dire. Ou est-ce qu'elles sont plus pauvres parce qu'elles n'ont pas droit à une pension alimentaire, au partage du patrimoine, etc. Sauf qu'évidemment, l'enquête sociale générale, il n'y avait pas de données là-dessus. Alors, un jour, j'ai entendu parler de cette étude de La Rochelle-Côté, Miles et Picot, et qui, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la dalle pour examiner les répercussions du veuvage ou du divorce à un âge avancé. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont pris une cohorte de personnes qui étaient âgées de 54 à 86 ans en 1983. Donc, c'était des gens qui étaient quand même assez âgés. Et là, ils ont regardé quand il y avait 78-80 ans, okay, donc quand même plusieurs années plus tard, si ces personnes-là étaient encore mariées, divorcées ou veufs et veuves. Et là, ils comparaient quel était leur revenu. Okay? Donc, évidemment, ce qu'ils ont trouvé, c'était que le taux de remplacement de revenus, donc si je regarde, ils faisaient un revenu là, donc, qui était corrigé en fonction de la taille du ménage, donc pour avoir l'équivalent d'un revenu individuel maintenant compte là, des économies d'échelle qu'on peut avoir dans le ménage. Et donc, ils regardaient donc quel serait l'état de ma situation économique quand j'ai 55 ans. Et quand j'étais rendue à 80 ans, bon, est-ce que je suis toujours mariée? Donc, comment a évolué mon revenu? Et donc, là, ils comparaient les revenus des veufs
des veuves et des divorcés. Et là, ce qu'ils ont vu, c'était que le taux de remplacement était plus faible chez les femmes divorcées. C'était celles qui avaient le plus gros déclin dans leurs revenus, suivi des veuves. Mais ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont regardé par la suite dans les quintiles de revenus et ils ont vu que les taux augmentaient dans le quintile inférieur à cause des transferts gouvernementaux. Donc, si j'étais pauvre au début, d'un autre côté, je pouvais bénéficier d'aide sociale, par exemple, ou de transferts de pension, plutôt de pension de vieillesse. Donc, ça corrigeait, alors que les femmes dans les quintiles supérieurs étaient plus perdantes, si je peux dire, alors que chez les hommes, on voyait un effet beaucoup plus faible. Sauf que, évidemment, dans ce cas-ci, on n'avait pas d'informations sur le rang et la durée de l'union. Est-ce que ces femmes et ces hommes qui étaient en union à 55 ans, ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés? Ou est-ce qu'ils s'étaient mis en union 2 ans avant? Et donc, évidemment, on n'avait pas l'information là-dessus. Et donc, c'est après avoir vu cette histoire-là que j'ai fait « Oh, ding, 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 ding. Oh, ça pourrait m'intéresser. Je pourrais voir les femmes qui étaient en couple, qui se sont séparées, puis voir qu'est-ce qui arrive avec le revenu par la suite. » Et donc, à ce moment-là, les données de l'ADAL n'étaient pas encore dans les centres de données de recherche, même pas sur une base pilote. Mais j'ai eu le privilège de travailler avec une analyste qui est à Statistique Canada. La seule chose, par exemple, je n'ai jamais mis mes mains dans les données. Vous allez peut-être me dire que je suis chanceuse, au fond, probablement, parce que cette analyste était habituée de travailler depuis longtemps avec la DAL, donc pour elle, ça allait bien. Mais le désavantage, vous savez, là, elle faisait des analyses, ça passait à l'analyse de divulgation, ça nous arrivait, puis là, tu dis « Oh, j'aurais donc voulu savoir telle affaire. » Bon, là, t'en demandes 2-3 fois, puis après X, tu te dis « Bon, ben là, je vais arrêter parce que franchement, c'est de l'abus. » Alors, quand même, on a été capable de faire un article qui est paru d'ailleurs dans Demographic Research en 2016. Et la question donc qu'on se posait ici, c'était de regarder quelle est la situation économique des femmes mariées et cohabitantes, donc cohabitantes, celles qui étaient en union libre, au lendemain d'une rupture d'union. Et on voulait voir, est-ce que l'écart varie selon le niveau de diffusion de l'union libre et avec le temps. Entre autres, on a comparé le Québec au reste du Canada, parce que vous savez sans doute qu'au Québec, il y a beaucoup plus de couples en union libre. Au recensement de 2011, il y en avait 38 %, alors que la moyenne canadienne était à 14 ou 16 %. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais vous voyez, l'ampleur est très différente. Et l'autre chose aussi, on se disait, bon, est-ce que ça joue le fait qu'au Québec, par exemple, les femmes qui étaient séparées en union libre, est-ce qu'ils vont être en plus mauvaise situation qu'ailleurs au Canada, puisque ailleurs au Canada, dans certaines provinces, après 2 ou 3 ans de vie commune, les femmes ont le droit de demander une pension alimentaire. Et donc, ce qu'on a vu, entre autres, c'était, parce que ce qu'on a fait peut-être, mais j'en dirai pas trop, parce que demain, je vais vous raconter cette histoire-là en détail, si jamais vous revenez. On a pris 2 cohortes, une cohorte de ce qu'on a appelé la cohorte de 92. Ça, ce sont des femmes qui étaient en couple en 1992 et qui se sont séparées soit en 1993 ou 1994. La façon dont on dit qu'ils se sont séparés, c'est qu'il n'y a pas de conjoint qui est attaché à leur déclaration d'impôt. On a fait 1992, pourquoi? Parce que c'est seulement à partir de 1992 que les couples en union libre sont tenus de donner le numéro d'assurance sociale de leur conjoint. Donc, par le passé, il y avait beaucoup de couples en union libre qui, ou bien se considéraient mariés, donnaient le numéro d'assurance sociale du conjoint, mais il y en a plein qui ne le donnaient pas parce qu'ils voulaient justement bénéficier du fait de, surtout s'il y avait une résidence secondaire. Il y en avait un qui faisait le rapport d'impôt de la résidence secondaire, l'autre de la résidence principale. S'il y avait 2 enfants, ils prenaient chacun un enfant, ça faisait 2 familles monoparentales. Et l'enfant, on avait une déduction fiscale plus importante, donc vous voyez le genre. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va commencer en 92. Et l'autre, on a pris 2002 pour se dire, bon, ça va nous donner quand même un 10 ans d'écart. Et on pouvait suivre, à ce moment-là, nous, on avait jusqu'en 2012, donc on pouvait les suivre quand même pour 7-8 ans. Et bon, ce qu'on a vu, c'est que 4 ans après la séparation, il n'y avait pas de différence entre les mariés ou cohabitantes au Québec, mais les secondes étaient légèrement avantagées ailleurs au Canada. Et enfin, on a regardé toute l'évolution, mais c'est pour ça que je ne dirai pas dans le détail. Sauf qu'on n'avait aucune information sur le rang et la durée de l'union, le type de famille. Est-ce que je suis une famille recomposée? Ça fait 6 mois que non, peut-être ça fallait que ça prenne une certaine durée, mais est-ce que ça fait 2 ans que je suis avec ce conjoint-là ou
10 ans que je suis avec le même conjoint. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, on n'avait pas d'informations non plus sur le niveau d'éducation des femmes. Alors, bon, comment je fais pour le temps? C'est bon? Oui, c'est bon. Parce que là, j'achève. Donc là, je vais revenir puis vous dire, dans le fond, c'est quoi les recherches qui m'inspirent maintenant. Par exemple, ici, dans les nouvelles avenues de recherche, on pourrait se demander quelle est l'influence de la situation ou des changements économiques sur les comportements conjugaux et familiaux. Ici, je vous ai mis, ce sont des unions qui se sont formées entre 1977 et 2000, parce que ça avait été fait avec l'enquête de 2011, me semble. Mais donc, on pourrait donc partir de 82, parce que maintenant, on va avoir les données à partir de 1982. Et là, on regardait, par exemple, des gens qui se sont mis qui étaient en union libre. Et à partir du moment où ils se sont mis en union libre, on regarde qu'est-ce qui arrive avec l'union. Ils peuvent soit rester en union libre tout le temps, ou ce qu'on peut regarder surtout, quel est le risque de former un mariage ou de se séparer. Et puis, si vous voyez ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, les unions libres subsistantes, il y en a beaucoup plus au Québec. Vous voyez, après 12 ans après le début de l'union, il reste quand même plus du tiers des unions libres qui durent encore au Québec, alors qu'ailleurs au Canada, c'est à peu près 17 %. Par contre, ailleurs au Canada, en bas, j'aurais dit, pardon, mon échelle n'est pas bonne à droite, ça devrait repartir de 1 à 12 à droite aussi, et non pas aller jusqu'à 23, si vous voyez. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ailleurs au Canada, vous voyez, il y en a plus que la moitié qui s'étaient mariés. Et donc, c'est le genre d'études qu'on pourrait faire. Donc, on pourrait voir, par exemple, la probabilité des cohabitants de transformer leur union en mariage ou à se séparer. Est-ce que c'est lié à leurs revenus? Est-ce que l'écart de revenus entre les conjoints influence cette probabilité-là? Ou l'augmentation des revenus d'emploi ou la perte d'emploi de l'un ou l'autre des conjoints, est-ce que ça va affecter les comportements conjugaux? Donc, vous voyez, c'est le genre de questions auxquelles on pourra répondre avec quand on va avoir le fichier couplé. Autre question, par exemple, cette fois-ci, si on regarde les dates de départ, de retour des jeunes du foyer parental, on pourra se demander dans quelle mesure la situation économique des jeunes et celle de leur famille d'origine influence le rythme de départ ou de retour. Le fait que je vienne d'un milieu favorisé, probablement, ça peut avoir les deux effets. Fait de venir d'une famille favorisée, les parents vont aider les jeunes à aller s'établir. Ou d'un autre côté, les jeunes vont pouvoir rester plus longtemps parce que la maison est plus grande, parce qu'il y a plus d'espace, etc. Et la probabilité des jeunes, c'est un peu la question que j'avais posée tantôt, s'ils reviennent pour une raison économique, est-ce que c'est une détérioration de leur situation économique ou c'est parce que ils veulent au contraire venir accumuler des fonds pour s'acheter une maison? Entrer dans la vie conjugale, le rythme d'entrée des jeunes dans une première union, est-il influencé par leur situation économique? Est-ce que j'attends d'avoir de l'argent pour me mettre en couple ou je reste plus longtemps à la maison ou non? De même, le fait d'opter pour une union libre ou un mariage, est-ce que c'est associé à la situation économique des individus? Instabilité conjugale. Les couples qui jouissent de revenus relativement élevés sont-ils moins enclins de se séparer? Et surtout, dans quelle mesure le fait d'enregistrer des changements dans les revenus de l'un ou de l'autre ou de l'unité familiale, comment ça va affecter la probabilité de séparation une fois contrôlé le niveau de revenu au départ. Cette fois-ci, influence pour la formation d'une deuxième union. Le rythme de remise en union des individus précédemment mariés ou conjoints de fait varie-t-il selon leur niveau de revenu? Observe-t-on des différences entre les hommes et les femmes, justement comme cette étude dont je vous parlais tantôt, l'étude belge qui est basée justement sur un registre de population qui ont trouvé des différences importantes. Et dans quelle mesure la source de revenus influence la propension des individus à se remettre en couple? On pourrait regarder ici, parce qu'il y a toute cette idée, comme on disait à un moment donné, les familles recomposées. Le Conseil du statut de la femme disait qu'il y avait une taxe à la recomposition familiale, parce que si la femme bénéficiait de certaines aides gouvernementales, le fait qu'il y ait un homme qui arrive dans sa vie, on assume qu'ils vont contribuer à la famille, mais peut-être que non. Peut-être qu'ils contribuent déjà à une autre famille ailleurs. Et donc, on disait qu'il y a comme une taxe à la recomposition familiale. Donc, on pourra peut-être essayer de voir dans quelle mesure ça peut jouer. Transition parentale, cette fois-ci. Dans quelle mesure l'augmentation ou à l'inverse la réduction des revenus des couples accélère-t-elle ou retarde-t-elle l'arrivée d'enfants dans la famille? Est-ce qu'on attend de s'être bien établi, d'avoir un revenu suffisant? Et puis,
est-ce que ça affecte ou non? Ici, on pourra regarder aussi le paiement des prestations parentales plus généreuses au Québec qu'ailleurs au Canada a-t-il pour effet d'assurer un taux de remplacement de revenus plus élevé familial à la suite de la naissance d'un enfant? Donc, c'est un peu par rapport à la question de ce matin qui était posée. Cette fois-ci, on regarde, c'est surtout la situation économique après la naissance d'un enfant. Entrée et sortie du marché du travail. On peut se demander quel est l'effet du revenu des femmes sur la fréquence et la durée des interruptions de travail qu'elles connaissent à la suite de l'arrivée d'un enfant. Est-ce que le fait d'avoir un revenu élevé, est-ce que ça va est-ce que je vais retourner plus vite sur le marché du travail? Et est-ce que ça va varier aussi entre le Québec et ailleurs au Canada? Parce qu'au Québec, on a des services de garde qui sont nettement moins dispendieux qu'ailleurs. Est-ce que le fait que mon conjoint ait un revenu élevé, est-ce que ça joue sur mon retour ou non sur le marché du travail? Et à l'inverse, on peut se poser des questions sur les transitions conjugales et familiales, sur la situation économique. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu comme j'en ai parlé tantôt, l'impact d'une rupture d'union sur la situation économique des individus diffère-t-il en fonction du rang, de la durée de l'union ou du type d'union rompue? Donc, le fait que j'ai été en union avec quelqu'un plus longtemps, est-ce que je vais avoir une pension comme ex-conjointe qui va m'aider à garder un certain niveau de revenu? Les coûts associés à une rupture d'union sont-ils les mêmes selon que la rupture touche une famille intacte ou recomposée? On peut se poser la question. Le niveau d'éducation complété, évidemment, influence-t-il le rattrapage économique que connaissent les femmes et les hommes dans les années qui suivent une rupture d'union? Dans quelle mesure les revenus des femmes avant la séparation, ça c'est intéressant, dans quelle mesure les revenus des femmes avant la séparation, ça influence la situation économique des hommes? Parce que quand on part du revenu familial et qu'on essaie de trouver, on calcule une espèce de revenu individuel en tenant compte là, des économies d'échelle, parce que si nous sommes deux, puis qu'on fait, mettons, un revenu familial de 100 000 c'est pas vrai qu'avec chacun 50 000, on va avoir le même niveau de vie parce que les coûts de logement, etc. Donc, on corrige là-dessus, on corrige, bon. Mais souvent, ce qu'on a vu par le passé, c'est que les hommes effectuaient moins une baisse par rapport à leur revenu du départ, mais c'est peut-être parce que les femmes avaient des revenus quand même relativement plus bas. Là, le fait que les femmes aient des revenus nettement plus élevés, est-ce que ça va changer justement le taux de remplacement du revenu des hommes? Est-ce qu'ils vont avoir une situation aussi positive qu'on voyait par le passé? Et donc, quelle est la contribution aussi des transferts publics versus celle des revenus d'emploi? Un peu ce que j'avais montré tantôt du travail de La Rochelle et compagnie, c'était est-ce que les femmes, par exemple, qui sont dans des revenus plus faibles, ont un taux de recouvrement plus élevé puisqu'elles bénéficient de transferts gouvernementaux, alors que les femmes passent un certain seuil de revenus, justement, n'obtiennent pas ce. La même chose ici, remise en union d'une mère seule, on peut se demander quel est l'impact de la remise en union sur sa situation économique. Est-ce que l'ajout possible d'un nouveau revenu, mais la perte de transfert public, comment un peut contrebalancer l'autre? Et puis voilà, je pense que c'est quand même une petite conclusion. Des limites, ce que j'ai dit tantôt, on a peu d'informations sur les conjoints antérieurs. Donc, on va pouvoir voir, quand les femmes étaient en union, on va avoir les revenus des conjoints. On sait, au moment où se sont mis en union, quel était l'âge et la situation matrimoniale de leur conjoint, mais on n'a pas l'éducation des conjoints antérieurs. On a seulement l'éducation et la situation de travail des conjoints au moment de l'enquête. On a des informations limitées sur les trajectoires éducatives et professionnelles. Comme on a demandé tantôt, on n'a pas d'informations sur la profession, le milieu, l'industrie, le secteur dans lequel ils travaillent. Et les données fiscales disponibles seulement à partir de 82. Quand même, comme c'est une enquête de 2011, qu'il y a des individus de 15 ans et plus, les individus plus âgés, on ne pourra pas retourner probablement quand eux ont commencé à vivre les transitions. Des points forts, évidemment, on l'a dit, on l'a redit, on va avoir des données exhaustives et de qualité sur les revenus des individus. Pour la DAL, ou en tout cas pour ce genre de fichier-là, par rapport à la DAL, les études qui étaient faites avec la DAL, là, cette fois-ci, on va avoir un ajout très important de variables sociodémographiques qu'on n'avait pas avant. Et puis, les couplages T1F à celle de l'ESG peut servir aussi d'exercice de validation
à l'information sur l'information que les répondants nous ont fournie. Ouais, je me suis séparée, quand ça fait 25 ans, je me suis séparée, peut-être je n'ai pas dit la bonne année. Comme on disait Pascal, il y en a qui rappellent pour dire « Ouf, j'ai oublié, je ne vous ai pas donné la bonne année ». Mais peut-être que quand on va regarder dans les revenus, puis qu'on voit « Oups, le revenu fait ça », mais qu'ils nous disent c'est l'année d'après qu'ils se sont séparés, on va faire peut-être que ça s'était passé avant. Donc, je pense que ça va pouvoir quand même servir d'exercice de validation là, sur l'information qui a été collectée avant. Alors, merci.